L'histoire commence dans une petite ville paisible où l'homme, connu sous le nom de docteur Jean-Pierre Montalban, a installé son cabinet de gynécologie. Sa réputation de médecin compétent et bienveillant s'est rapidement répandue parmi la communauté locale. Les patients affluaient pour consulter ce nouveau spécialiste qui semblait avoir des compétences exceptionnelles et une empathie naturelle. Jean-Pierre Montalban n'était pas un véritable médecin. Il n'avait jamais suivi de formation médicale et son diplôme était un faux soigneusement fabriqué. Cependant, il avait une connaissance approfondie de la terminologie médicale et des procédures courantes, acquises à travers des années de lecture et d'observation. Cette connaissance superficielle lui permettait de donner l'illusion de compétence. Montalban commença par s'installer dans un cabinet modeste, décoré avec goût pour inspirer confiance. Il portait toujours une blouse blanche immaculée et utilisait du matériel médical sophistiqué pour impressionner ses patients. Il prenait soin de chaque détail, des magazines médicaux dans la salle d'attente aux diplômes encadrés accrochés au mur. Il se montrait particulièrement attentif et rassurant, ce qui renforçait la confiance de ses patients. Il savait écouter, poser les bonnes questions et offrir des conseils qui semblaient judicieux. Les patients, souvent des femmes vulnérables en quête de soins gynécologiques, se sentaient en sécurité entre ses mains. Jean-Pierre Montalban était méthodique dans le choix de ses victimes. Il visait principalement des femmes seules, souvent des veuves ou des personnes âgées, qui avaient peu de soutien familial. Il prenait soin de vérifier discrètement leurs antécédents financiers et personnels pour s'assurer qu'elles possédaient des biens considérables. Lors de consultations, il engageait des conversations apparemment innocentes sur leur vie personnelle, glanant des informations cruciales. Il se montrait particulièrement intéressé par les histoires de succession, d'héritage ou de biens immobiliers. Avec une habileté sournoise, il identifiait celles qui possédaient des actifs importants et qui, surtout, avaient peu de proches pour les protéger. Une fois qu'il avait identifié une cible potentielle, Montalban intensifiait son approche. Il offrait des services supplémentaires, souvent gratuits, pour renforcer la fidélité de ses patientes. Des visites à domicile pour des examens de suivi, des conseils médicaux personnalisés, et même des invitations à des dîners privés faisaient partie de son arsenal. Certaines patientes avaient des doutes, mais les témoignages positifs des autres femmes de la communauté les rassuraient. Montalban jouissait d'une telle réputation que même les quelques critiques isolées étaient rapidement étouffées par la majorité des louanges. Pour renforcer son emprise, Montalban n'hésitait pas à utiliser des techniques de manipulation psychologique. Il se présentait comme un confident, quelqu'un à qui ses patientes pouvaient se confier sans crainte. Il exploitait leurs peurs et leurs espoirs, se positionnant comme l'unique personne capable de les comprendre et de les aider. Avec une minutie diabolique, il bâtissait une relation de dépendance, où ses victimes se sentaient incapables de prendre des décisions sans son avis. Il les isolait progressivement de leur entourage, renforçant leur vulnérabilité. Ce processus, lent et calculé, était la clé de son succès. Jean-Pierre Montalban avait ainsi créé un réseau de mensonges et de tromperies. Son apparence de médecin dévoué et attentionné masquait une réalité bien plus sombre, un prédateur manipulateur prêt à tout pour atteindre ses objectifs. La première phase de son plan diabolique s'était déroulée sans accroc, posant les bases pour les tragédies à venir. À ce stade, personne ne soupçonnait les véritables intentions de Montalban. Sa façade impeccable et son habileté à manipuler les émotions lui permettaient de continuer ses activités criminelles en toute impunité. Le piège était en place, et il ne restait plus qu'à l'activer. Laetitia, une femme avec un héritage considérable de 100 millions de francs, est devenue l'une des nombreuses victimes du faux gynécologue, Jean-Pierre Montalban. Séduite par son charisme et ses prétendus soins médicaux, elle lui faisait entièrement confiance, ne se doutant pas de ses véritables intentions. Laetitia était une femme intelligente et bien éduquée, mais la réputation de Montalban et son approche rassurante l'ont convaincue de sa légitimité. Montalban, ayant découvert l'importante richesse de Laetitia lors de leur conversation, a conçu un plan machiavélique pour s'emparer de son héritage. Il savait qu'il devait agir avec prudence pour ne pas éveiller les soupçons. Il commença par la couvrir d'attention et de prévenance, renforçant ainsi la confiance qu'elle avait en lui. Chaque visite médicale devenait une opportunité pour Montalban de glaner des informations supplémentaires sur la vie de Laetitia, ses habitudes et ses relations familiales. Profitant de sa position de confiance, Montalban offrait à Laetitia des services médicaux supplémentaires, souvent à domicile, ce qui lui permettait de s'infiltrer encore plus profondément dans sa vie privée. Il n'était pas rare qu'il lui apporte des médicaments ou des traitements,
se montrant toujours prêt à l'aider à surmonter n'importe quelle difficulté de santé. Ce comportement attentif et dévoué renforçait l'idée que Montalban était un médecin exceptionnel, bienveillant et digne de confiance. Un jour, Montalban invita Laetitia à un dîner privé, prétextant vouloir discuter de nouveaux traitements expérimentaux qui pourraient améliorer sa santé. Flattée et convaincue de l'intérêt sincère de son médecin pour son bien-être, Laetitia accepta sans hésitation. Au cours du dîner, Montalban se montra charmant et attentionné, parlant avec passion de ses recherches et de son dévouement à ses patients. Il utilisa cette soirée pour approfondir leurs liens personnels, se présentant comme un ami, voire un confident. Cependant, derrière cette façade charmante et bienveillante, Montalban continuait à peaufiner son plan diabolique. Il savait que pour réussir, il devait créer une situation où Laetitia se sentirait totalement dépendante de lui, à la fois émotionnellement et médicalement. Il commença à introduire des doutes subtils dans l'esprit de Laetitia concernant les autres personnes de son entourage, suggérant qu'il ne comprenait pas réellement ses besoins et qu'il ne pouvait pas lui offrir le soutien dont elle avait besoin. Montalban encouragea Laetitia à lui parler de ses préoccupations financières et de ses plans pour l'avenir. Il se montra particulièrement intéressé par son testament et les dispositions qu'elle avait prises pour son héritage. Sous le couvert de conseils médicaux et financiers bien intentionnés, il commença à orienter ses décisions, l'incitant à modifier certains aspects de son testament en sa faveur. Laetitia, toujours confiante en son médecin, suivit ses conseils sans se douter de ses véritables intentions. Pendant ce temps, certaines personnes de l'entourage de Laetitia commencèrent à exprimer des inquiétudes. Ils trouvaient étrange que Laetitia passe autant de temps avec son médecin et qu'elle suive aveuglément ses conseils. Cependant, Montalban avait soigneusement cultivé son image de médecin dévoué et altruiste, ce qui faisait taire les critiques et les suspicions. Ceux qui osaient remettre en question ses méthodes étaient rapidement discrédités par les témoignages élogieux de ses autres patients. La relation entre Montalban et Laetitia devint de plus en plus étroite, au point où elle ne prenait aucune décision importante sans le consulter. Elle le voyait comme un pilier de soutien, quelqu'un en qui elle pouvait avoir une confiance totale. Cette dépendance émotionnelle et psychologique était exactement ce que Montalban recherchait. Avec une patience diabolique, il attendait le moment opportun pour mettre en œuvre la phase finale de son plan. La deuxième partie de cette histoire se termine avec Laetitia totalement sous l'emprise de Montalban, ignorant les véritables intentions de celui qu'elle considérait comme son sauveur. Le faux gynécologue avait habilement tissé sa toile, prêt à frapper lorsque le moment serait venu, laissant Laetitia vulnérable et sans défense face à ses machinations. Le plan de Jean-Pierre Montalban atteint son point culminant lorsqu'il décide de mettre fin à la vie de Laetitia pour s'emparer de son héritage. Conscient des risques, il prépare son coup avec une minutie diabolique. Il prévoit d'utiliser ses connaissances médicales pour dissimuler le meurtre, faisant passer la mort de Laetitia pour une complication médicale. Un soir, sous prétexte de lui administrer un traitement innovant, Montalban rend visite à Laetitia chez elle. Il apporte avec lui une substance toxique, soigneusement choisie pour provoquer des symptômes qui pourraient être interprétés comme une défaillance naturelle du cœur. Laetitia, toujours confiante en son médecin, accepte sans hésitation le traitement proposé. Montalban administre la substance toxique en veillant à masquer son angoisse et à maintenir son attitude rassurante. Peu après, Laetitia commence à se sentir mal. Montalban reste à ses côtés, feignant l'inquiétude et la surprise, tout en sachant que son plan se déroule comme prévu. Il appelle même les secours, jouant parfaitement le rôle du médecin dévoué face à une urgence médicale. Les secours arrivent rapidement, mais il est déjà trop tard pour Laetitia. Son décès est déclaré comme étant dû à une insuffisance cardiaque soudaine. Montalban, avec une performance convaincante, exprime sa tristesse et son choc face à la perte de sa patiente et amie. Pour les autorités, il n'y a aucune raison immédiate de suspecter un acte criminel, et la mort de Laetitia est enregistrée comme une cause naturelle. Cependant, la tranquillité de Montalban ne dure pas longtemps. Les membres de la famille de Laetitia, bouleversés par sa mort soudaine, commencent à poser des questions. Ils trouvent étrange que Laetitia, en bonne santé jusque-là, ait pu succomber si rapidement. Leur méfiance croît lorsqu'ils découvrent les récents changements dans son testament, laissant une part significative de son héritage à Montalban. Les autorités sont alors alertées et une enquête plus approfondie est lancée. Les enquêteurs passent au crible les relations de Laetitia et les circonstances de sa mort. Les témoignages de la famille et des amis soulèvent des suspicions quant à l'implication de Montalban.
Les enquêteurs examinent également les antécédents de Montalban et découvrent son faux diplôme, ainsi que d'autres anomalies dans son passé. Les analyses toxicologiques révèlent finalement la présence de la substance toxique dans le corps de Laetitia, ce qui confirme les soupçons de meurtre. Avec ces nouvelles preuves, Montalban est arrêté et inculpé pour assassinat. Le procès qui s'ensuit attire une attention considérable, mettant en lumière les détails sordides de ses manipulations et de son imposture. Montalban, confronté aux preuves accablantes, essaie d'utiliser son charisme habituel pour se défendre, mais en vain. Les témoignages de ses anciennes patientes, qui révèlent ses manipulations psychologiques et ses fausses promesses, peignent un tableau accablant de ses actions. Finalement, Montalban est reconnu coupable de meurtre et de fraude. Sa condamnation marque la fin de sa carrière criminelle et la justice est rendue pour Laetitia et les autres victimes de ses machinations. Ce cas a un impact profond sur la communauté médicale et pousse les autorités à renforcer les vérifications des qualifications des professionnels de santé pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Ainsi, la troisième partie de cette histoire se conclut avec la chute de Jean-Pierre Montalban, un homme dont l'avidité et la manipulation ont conduit à sa propre destruction. Le faux gynécologue, qui a cru pouvoir duper tout le monde, a finalement été pris à son propre piège, et la vérité sur ses crimes a été dévoilée au grand jour.